Bonjour à tous et à toutes, comme on dit aujourd'hui. Mais surtout, bonjour à toutes, pour qui j'ai une petite préférence. On ne se refait pas. Parmi ces toutes, il y a ma petite fille. Samedi dernier, nous avons regardé ensemble un livre qui raconte l'histoire d'un papillon. Dans Papillon, il y a Papy. Cette fois, Papy fait une vidéo. Et cette vidéo, je la dédie à ma petite fille. Je fais partie des gens qui défendent la cause animale. Alors quand je suis tombé sur un des derniers livres d'Alain Finkielkraut, je me suis empressé de le lire. À cause du titre, bien sûr, des animaux et des hommes. Et puis aussi parce que j'aime bien Finky. C'est comme ça que je l'appelle, par sympathie. Parce qu'il a des idées qui me plaisent, comme la défense de l'école et de la transmission du savoir et aussi de l'identité française. Ce bouquin, il ne l'a pas écrit tout seul. C'est un recueil de conversations qu'il a eues avec des gens impliqués dans une réflexion sur la manière dont sont traités les animaux à notre époque. J'ai bien apprécié ce livre. C'est pourquoi je vous en parle, pour donner à certains l'envie de le lire, et pour que ceux qui ne le liront pas en aient quand même une petite idée. Personnellement, je suis plutôt du côté de l'écriture, mais en même temps, comme dit notre cher président, j'aime regarder des vidéos sur des sujets qui m'intéressent. Alors je me suis dit, je vais faire une vidéo. C'est une première pour moi. Soyez indulgents, ce n'est pas si facile. Ah zut, j'ai oublié de vous montrer le livre. Bon, le voilà. C'est publié chez Stock. Dans la préface, Finky nous envoie un peu de philosophie, histoire de planter le décor dans lequel s'inscrit notre manière de penser notre rapport aux animaux. Il évoque la Genèse, le premier livre de la Bible, lorsque Dieu donne à Adam le pouvoir sur toutes les créatures vivantes. Ensuite, il nous parle de Descartes, qui a fait de l'homme le maître et possesseur de la nature. C'est une citation du discours de la méthode. Pour bien vous montrer que je ne suis pas un inconditionnel de Finky, j'affirme qu'il a tronqué la citation. Car Descartes envisage que l'homme puisse devenir comme maître et possesseur de la nature. Ce comme relativise sérieusement l'ambition cartésienne. On peut méditer cette nuance. Et quand Descartes prétend que les animaux n'ont pas d'âme, il fait allusion au fait qu'ils sont privés de la partie rationnelle de l'âme, qui chez l'homme donne accès à la connaissance. Sinon Descartes savait que les animaux ont une âme. Âme vient du latin animus, qui donne donc animé, donc animal. Je tenais à dire un mot en défense de Descartes, qui est souvent stigmatisé par les amis des animaux qui ne l'ont pas lu. Le fil conducteur du livre sera la question de la souffrance animale. Question que nous ne pouvons pas éluder, car nous savons de science sûre que la souffrance est rendue possible et nécessaire à la vie comme signal d'alarme par la présence du système nerveux. Quand on souffre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et nous savons que nous sommes susceptibles de faire souffrir les animaux, car ils possèdent un système nerveux relié au cerveau. Ce n'est pas le cas des insectes, mais ce n'est pas une raison pour les maltraiter. Le premier chapitre s'intitule « Face à la corrida ». Et là, ça aurait été bien de mettre la chanson de Cabrel. Malheureusement, je ne sais pas encore faire ce genre de manipulation. Il se trouve que Finky a été repéré lorsqu'il assistait à une corrida dans les arènes de Nîmes en 2012. Mal lui en a pris, car cela lui a valu de la part de certains auditeurs de France Culture des remontrances sanglantes. Ce qui va de soi, puisqu'il s'agit de corrida. Et là, ces deux interlocuteurs sont Elisabeth de Fontenay, qui déteste la corrida pour de nombreuses raisons, et qui sont bonnes, et Francis Wolff, qui l'adore. Ce dernier nous dit, je cite, « Nul aficionado ne va aux arènes pour voir souffrir un animal.
Nous allons aux arènes pour admirer. C'est le plus beau des sentiments intellectuels et esthétiques, l'admiration. L'admiration pour une bête qui combat, l'admiration pour un homme qui risque sa vie dans ce combat. La discussion se poursuit dans le second chapitre intitulé « Culture humaine et cause animale ». Élisabeth de Fontenay, qui fait partie du CRAC, comité radicalement anti-corrida, affirme défendre les partisans violents de la non-violence envers les animaux. De son côté, notre Finky national reconnaît avoir été émerveillé, ébloui au spectacle d'une corrida où se produisait le célèbre torero José Tomás. Ces arguments n'entament pas la conviction d'Élisabeth de Fontenay, qui lui oppose que ce n'est pas un combat, mais un assassinat. Elle cite Jonathan Safran Foer, qui a écrit un livre qui s'appelle « Faut-il manger les animaux ?» Cet auteur assimile l'élevage industriel à une guerre contre les animaux. Face à cette réalité qui transforme les animaux en usines à protéines, faut-il en revenir à l'élevage d'antan, artisanal, qualifié de bio, ce qui aboutirait immanquablement à une viande plus chère, et cela nous ramènerait au temps jadis où seuls les riches pouvaient manger de la viande. Finky pose le problème du spécisme, qu'il définit comme suit. Je cite mon Finky. Ce terme désigne le péché qui consiste à faire une distinction morale entre l'homme et l'animal. Et il implique que cette forte discrimination est du même type que le racisme et le sexisme. Fermez les guillemets. Donc, les antispécistes, comme Émeric Caron, qu'on a souvent vu à la télévision à une certaine époque, estiment qu'il n'y a pas de différence radicale entre les humains et les animaux. Élisabeth de Fontenay et Finky désapprouvent cette théorie, mais cela n'empêchera pas ce dernier de citer un auteur américain, Isaac Bashevis Singer, qui compare les conditions des animaux détenus dans un zoo du Bronx aux juifs enfermés dans des camps. Comparaison n'est pas raison, pourrait-on dire à cet auteur, car dans un zoo, les animaux sont certes privés de liberté, mais bien nourris et soignés, ce qui n'était pas le cas des prisonniers dans les camps. Le chapitre suivant s'intitule « Vive les vaches ». Là, Finky est en compagnie de Benoît Dutertre, un gentil romancier nostalgique, et de François Morel, un comédien qui a écrit un livre au titre étrange, « Meu ». Tout le monde sait que « meu » est à la vache, ce que « miaou » est au chat. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui s'est transformé en bovin. Cela peut surprendre, mais Finky fait tout de suite le rapprochement avec les métamorphoses de Kafka. Ah, et c'est ça la culture. Alors ils évoquent les vaches. Elles sont paisibles, mais très craintives, car elles ont gardé l'instinct de l'herbivore, qui sait qu'il constitue une proie pour les carnivores. Ah oui, ça se passe comme ça dans la nature. C'est pour ça qu'elles se regroupent en cercle dans les prés pour se protéger. Leurs grands yeux sont beaux, mais les trois compères sont d'accord pour admettre qu'ils ne sont pas très expressifs. Et voilà Finky qui lance une vacherie, c'est le cas de le dire, contre les catholiques en affirmant qu'ils désapprouvent leur comportement vis-à-vis des animaux. Moi je dis que c'est injuste, car les chrétiens ont aboli les sacrifices d'animaux qui étaient pratiqués devant leur temple par les ancêtres de Finky. Et puis je sais que tous les ans, à Carnac, en Bretagne, il y a une messe où les gens viennent avec leurs animaux pour qu'ils soient bénis. Or, bénir, c'est un acte d'amour. Remarquez qu'après, ils se rattrapent en évoquant François d'Assise et Claudel. Ils évoquent aussi l'épisode de la vache folle qui a abouti au massacre des troupeaux, notamment en Angleterre.
Le chapitre suivant s'intitule « Petit paysan ». Finky est en compagnie de Vincent de Largillière, petit-fils et fils d'éleveur et éleveur lui-même, qui a réalisé un long métrage, Petit paysan, qui a été diffusé sur France 5. Vincent de Largillière déclare que jamais l'objectif de rentabilité ne le fera choisir l'élevage industriel. Il sait d'expérience ce que c'est que le bien-être animal. Au printemps, il sort ses vaches qui ont été enfermées tout l'hiver, et lorsqu'elles retrouvent leur pré, elles sont folles de joie, elles gambadent allègrement. L'expression de cette joie, Vincent de Largillière l'appelle la danse des vaches. Or, il se trouve que Finky a pu assister à cet événement, ce qui fut pour lui une expérience quasiment philosophique, fondatrice, qui l'a fait se ranger aux côtés des défenseurs de la cause animale. Le chapitre suivant s'appelle « L'élevage en question ». Super Finky est cette fois en compagnie de Jocelyne Porcher, directrice de recherche à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et de Yann Sergent, un vétérinaire. Notre Jocelyne explique que nous sommes passés de la ferme d'antan à l'exploitation. Sa thèse est la suivante. La condition animale et la condition humaine sont liées dans les systèmes de production industrielle et non industrielle. Ce qui peut se traduire en français de tout le monde. Le paysan dans sa ferme est heureux et ses animaux le sont aussi. Tandis que dans une exploitation, l'homme et les animaux sont malheureux car ils sont soumis à un impératif de rentabilité. Le vétérinaire qui intervient dans des exploitations du genre de la ferme des 1000 vaches, où les animaux vivent chacun dans un box, où ils n'ont même pas la place pour se retourner, déclare que les vaches se sentent en sécurité dans leur logette bien propre. Ce faisant, il apporte de l'eau au moulin de Jocelyne qui prétend que les conditions humaines et animales sont liées. Car comment ne pas penser à l'État qui, pour nous protéger, nous mettre en sécurité, restreint nos libertés? Dans le cours de la discussion, nous apprenons que l'association L214 tire son nom d'un article, l'article L274 du Code rural, qui définit les animaux comme des êtres sensibles. C'est bon à savoir. Ensuite, notre vétérinaire se lance dans une explication qui réjouit l'eurosceptique que je suis. Il pointe l'origine du problème. Depuis 1961, l'Europe s'interdit de taxer les oléagineux en provenance des USA. Et il est devenu plus rentable de nourrir les animaux avec ces produits plutôt que de les mettre dans les prés. Engraissez-vous sans bouger, braves bêtes, l'oncle Sam veille sur vous. Il poursuit en disant que dans le domaine de la production de viande de porc, nous sommes en concurrence avec l'Allemagne. Le goût de nos amis d'Outre-Rhin pour la saucisse est bien connu. Or, l'Allemagne utilise une main-d'œuvre peu coûteuse en provenance de Pologne et de Tchéquie. De plus, elle sait valoriser ses déchets en provenance des exploitations de porc par la méthanisation. Elle exploite 8000 usines de production de ce gaz. La France n'en possède que quelques centaines. Le résultat est sans appel, le porc français n'est pas compétitif. Et notre vétérinaire conclut en disant « Si la France souhaite préserver son modèle à taille humaine, il faut arrêter le porc allemand à la frontière. » La guerre du porc aura-t-elle lieu? Dans le chapitre suivant, intitulé « La littérature et la condition animale », on continue de s'intéresser aux cochons en compagnie d'Isabelle Sorante, qui a écrit un roman intitulé « 180 jours ». C'est le temps qui sépare la naissance d'un porc de sa mort à l'abattoir.
Il y a aussi Jean-Baptiste Del Amo, qui a publié en 2016 un roman, Règne animal, qui a été récompensé par le prix du livre Inter. Ces deux auteurs sont allés sur le terrain, ont travaillé dans des élevages industriels de porcs. Leurs récits nous font découvrir l'horreur de l'élevage porcin industriel. Je dois avouer qu'après la lecture de ce chapitre, il est difficile de se couper une tranche de saucisson sans éprouver un sentiment de culpabilité. Ce qui prouve que par notre comportement, nous pouvons être complices de la monstruosité du monde moderne. Dans l'avant-dernier chapitre, intitulé « Faut-il politiser la cause animale ?», Finky est en compagnie de l'anthropologue Jean-Pierre Digard et de la philosophe Corinne Pelluchon. Leur point de départ de leur discussion, c'est un appel publié dans Le Monde en 2016, appelant une prise en considération de la souffrance animale et la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. Notons que Mathieu Ricard, notre bouddhiste national, faisait partie des signataires. Vous avez remarqué, ce sont toujours les femmes qui sont en pointe dans la défense de la cause animale. Donc Corinne Pelluchon estime qu'un secrétariat d'État, c'est du pipeau. Elle voudrait un ministère. On peut toujours rêver. On parle et on rappelle que la loi Gramont de 1850, donc contemporaine de la création de la SPA, pénalise les mauvais traitements envers les animaux, déjà en 1850. Dans notre chère République, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées. Il faut croire qu'elles existent pour donner bonne conscience à ceux qui en manquent, qui manquent de conscience, évidemment. Jean-Pierre Digard pointe l'anthropomorphisme et tente de dédramatiser la situation qui est faite aux animaux. Ce qui ne plaît pas du tout à Corinne Pelluchon, qui radicalise sa position en affirmant qu'elle s'oppose à toute forme de domination sur les animaux. Son interlocuteur essaie de lui faire comprendre que la domination n'est pas forcément violente. Pour le prouver, il évoque l'équitation de tradition française, où le cavalier sait contrôler sa monture tout en douceur. Pas de coup de cravache, pas d'étrier, pas de... De son point de vue, il a raison, mais on ne peut pas comparer le cheval de selle bichonné depuis sa naissance, entouré de soins constants et entretenant une relation affective avec son cavalier, avec une pauvre vache réduite au statut d'usine à lait. Finky veut faire dialoguer des gens que tout oppose. Il obtient un dialogue de sourds. Néanmoins, il met le doigt là où ça fait mal, en disant que si nous renonçons à toute forme de domination sur les animaux, ils sont condamnés à disparaître. Dans le dernier chapitre, ce que les animaux donnent à voir, j'ai retenu la contribution de Jacques de Witt, qui a signé la préface du livre d'Adolphe Portmann, La forme animale. Portmann, qui est né en 1897, est mort en 1982, était un professeur de zoologie à l'université de Bâle, où il enseignait la morphologie comparée, c'est-à-dire comparer les différentes formes qui règnent au sein du monde animal. Et l'idée directrice de son ouvrage est la suivante. Les formes animales, dans leur luxuriance, dépassent manifestement tout ce qui peut être expliqué comme étant au service de l'utilité. C'est pourquoi la rencontre avec certains animaux provoque chez nous de l'étonnement, de l'émerveillement. Alors surgit en nous un questionnement philosophique. Pourquoi tant de beauté? Voilà les amis, j'espère que nous avons passé un agréable moment ensemble.